Des ondes vocastes, l'invité. C'est le sujet brûlant de ce mois-ci, les radios associatives et le risque de baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Bonjour Jean-Marc Courrèges-Sénac. Bonjour. Tu es le coprésident de la CNRA et aussi le coprésident de l'association Les Locales, qui regroupe les initiatives communes avec le SNRL, l'autre grand syndicat des radios associatives. Et alors justement, le mois dernier, dans notre épisode, on avait reçu un représentant du SNRL pour nous parler de leur congrès à venir. Il se tient dans quelques jours en Normandie. Et patatras, quelques jours plus tard, cette nouvelle totalement inattendue, la baisse de 30% du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le projet de loi de finances. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Tu peux revenir sur cette nouvelle incroyable ? Alors ça a été plutôt une très mauvaise nouvelle que nous avons appris. Nous, on l'a appris quelques jours avant que ça ne soit dévoilé, avant que le PLF, c'est-à-dire la proposition de loi de finances 2025, soit dévoilée, puisque j'assistais au congrès de la FFRC, la Fédération française des radios chrétiennes, et à cette occasion, un élu, un député qui est membre aussi de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, nous a annoncé que le fonds de soutien à l'expression radiophonique devrait baisser d'un tiers par rapport à cette proposition de loi de finances. On a été vraiment secoués. C'est un mot assez faible par rapport à la réalité des choses, parce que un tiers de financement en moins, c'est tout simplement la mort programmée des radios associatives. Ce n'est plus donner leurs moyens pour qu'elles puissent réaliser leur mission de communication sociale de proximité. Alors, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, il est instauré depuis pas mal d'années. C'est pas le seul moyen de financer les radios associatives, mais je crois que c'est dans les 40 à 50%, je crois, en moyenne sur l'ensemble des radios, c'est ça ? C'est l'un des financements les plus importants pour les radios associatives. Ça représente en moyenne 40% du financement d'une radio associative. Et pour certaines radios, notamment celles qui sont situées en zone de montagne ou alors en zone rurale ou périurbaine, ça peut représenter jusqu'à 80% du financement d'une radio associative. Mais pour revenir au fonds de soutien à l'expression radiophonique, il faut savoir pourquoi il a été instauré. Parce qu'on parle souvent d'aide, de subventions, etc. Le fonctionnement du fonds de soutien à l'expression radiophonique, en tout cas sa mise en place, elle a été décidée pour une chose, favoriser la pluralité et la diversité des médias, mais aussi et surtout pour ne pas concurrencer les médias commerciaux déjà mis en place, comme les radios commerciales de catégorie B, c'est-à-dire les radios locales commerciales, ou alors même la presse écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, régionale, pour qu'on ait moins d'impact au niveau du marché publicitaire local qui n'est pas extensible à souhait. Donc, via ce fonds de soutien à l'expression radiophonique, nous finançons les missions de communication sociale de proximité des radios associatives, mais nous protégeons également les acteurs commerciaux présents sur le terrain, sur les territoires. Voilà, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est vrai que au final, ça représente peu pour les radios associatives, mais sur des économies qui sont contraintes, au final, on s'aperçoit que le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est quelque chose de primordial pour ces radios. Et notamment donc sur les territoires les plus ruraux où ces acteurs commerciaux sont souvent moins présents. Alors revenons justement sur la façon dont ce fonds de soutien a été abondé. Jusqu'en 2019, il était financé notamment par un prélèvement sur la publicité des médias privés, et depuis, il est financé bien par une ligne de budget. Voilà, ça remonte à un tout petit peu plus loin, puisque en fait, suite à une décision qui émanait de l'Europe, c'est vers l'année 2008-2009, en fait, le budget du fonds de soutien à l'expression radiophonique faisait partie du budget du gouvernement et n'était plus lié à la taxe parafiscale qui concernait les régies publicitaires de l'audiovisuel. Cette taxe parafiscale, d'ailleurs, a disparu en 2019. Elle était toujours prélevée, mais elle n'était plus directement abondée depuis 2008-2009. Elle n'était plus directement redirigée, refléchée vers le fonds de soutien à l'expression radiophonique, puisque ce fonds de soutien était directement financé par le budget de fonctionnement du gouvernement, par le budget de fonctionnement de l'État. D'accord. Donc on voit cette dépendance par rapport au budget annuel de l'État. Et d'ailleurs, depuis ces 20 dernières années, on entend un petit peu parler tous les ans de défendre le niveau du fonds de soutien à l'expression radiophonique. D'ailleurs, les radios associatives, jusqu'à récemment, soulignaient que au final, le budget n'avait quasiment pas bougé. Enfin, vous aviez réussi à le maintenir.
Mais au final, avec l'inflation, ça avait, cela dit, un impact sur le budget des radios, et notamment ces 3 dernières années où l'inflation a été importante. Et du coup, les radios associatives s'étaient déjà transformées pour diversifier leurs sources de revenus. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, si on doit prendre l'aide individuelle à l'exploitation, parce qu'il existe différentes parties au niveau du fonds de soutien, il y a tout d'abord l'aide à l'installation, ça c'est une seule fois, et c'est pour les nouveaux arrivants, les nouvelles radios associatives. Il y a l'aide à l'exploitation qui doit normalement nous donner les mêmes moyens. C'était ça le système du fonds de péréquation mis en place au départ, à l'origine du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc l'aide à l'exploitation nous permet en fait de faire fonctionner, de faire de la radio à hauteur avec les mêmes moyens que les radios commerciales. Il y a une aide sélective qui, elle, ça se fait sur examen d'un dossier et de l'apport de preuves et de justificatifs probants d'actions menées sur le territoire, des actions culturelles, des actions d'éducation aux médias et à l'information, lutte contre les discriminations, développement local. Donc ça, c'est une aide sélective par rapport à des actions spécifiques, exceptionnelles, qui sont menées sur le terrain. Et puis tous les 5 ans, pour renouveler le matériel, il y a une aide à l'équipement du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et c'est vrai que depuis 2002, l'aide individuelle à l'exploitation pour chacune des radios associatives n'a pas progressé. Certes, l'enveloppe globale a légèrement progressé au fil des ans, mais elle n'a pas pu compenser l'arrivée de nouveaux éditeurs radiophoniques, notamment des nouveaux arrivants sur le DAB+, ces dernières années. Et donc on constate que au niveau de l'exploitation, l'aide n'a pas bougé depuis 2002, pire même depuis 2015-2016. Elle a baissé sur les plus hautes tranches entre 1000 et 2000 euros de moins, alors qu'au même moment, nous devions faire face à une explosion des charges, comme tu l'as dit, notamment au niveau des charges énergétiques. Et un émetteur, ça a besoin d'électricité pour fonctionner. Et puis surtout, on a aussi dû faire face à l'extinction progressive, ou du moins à la prise en charge moins importante des emplois aidés par l'État. En 2002, il y avait encore des emplois jeunes qui étaient pris en charge à hauteur de plus de 90% par l'État. Actuellement, un emploi aidé, ce n'est pas autant pris en charge par l'État. Donc voilà, on a dû faire face à ces hausses de charges. Nous avions et on a dû être très créatifs pour équilibrer nos différentes économies, et notamment en trouvant de nouveaux leviers de financement. C'est passé par des créations sonores, des podcasts, où nos radios, elles ont été quand même assez pionnières en la matière. Et il y a aussi eu la mise en place d'accords avec des collectivités locales ou territoriales. Le seul problème, c'est que là, on arrive au bout du bout de notre créativité en termes d'économie pour stabiliser les économies de nos radios. D'autant plus que si dans un premier temps, par rapport à ce manque de hausse de l'aide à l'exploitation individuelle pour les radios, mais en même temps, on a dû faire face du moins on a pu compenser cette stagnation et ensuite cette baisse de l'aide individuelle à l'exploitation par l'implication des collectivités locales ou territoriales. Le seul problème, c'est que leurs économies sont aussi attaquées dans ce PLF, et on sait pertinemment que l'on n'aura pas les mêmes moyens qui nous seront alloués par les collectivités sur lesquelles nos radios comptent pour pouvoir mener leurs différentes missions. Alors, dans ce contexte, donc arrive ce projet de loi finance, ce PLF, qui annonce une réduction de 30%. Et là, on a vu une mobilisation mais incroyable de toutes les radios associatives. Alors, j'aimerais pas les appeler les belles endormies, parce que ce serait tellement dommage, parce que je crois que c'est 700 associations, c'est ça c'est 700. Il y a en fait 770 services radiophoniques associatifs en France. Ça progresse d'une quinzaine à peu près chaque année. Donc toujours en plus en croissance, et donc j'allais utiliser le terme belles endormies, mais en fait pas du tout endormies, parce qu'elles font ce travail de maillage au quotidien. Tout le monde est au courant sur le terrain, surtout sur des territoires où parfois il n'y a pas du tout de présence locale par aucun acteur commercial. Mais ce qu'on a trouvé de nouveau, eh bien c'est un espèce de
de réveil au niveau collectif en termes de voix. Vous avez réussi à vraiment créer tout un mouvement pour parler du problème que créait cette baisse de 30% et avec un écho qui a été assez incroyable. Il y a eu énormément d'interviews, etc. Comment vous avez réussi à mettre tout ça en place si rapidement, hein, vu que c'était pas une nouvelle à laquelle vous attendiez. Comment ça s'est passé ? Alors il faut savoir que nous déjà, que ce soit au niveau, je parlerai plus au niveau de la CNRA, mais c'est à peu près la même chose aussi au niveau du SNRL. Donc c'est pour ça aussi que l'on s'est retrouvé au niveau de l'association Les Locales qui unit ces deux organisations de représentation des radios associatives. Nous sommes en lien direct avec les radios sur le terrain. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'on fait passer un message, les radios qui regardent les newsletters, les différentes informations que l'on peut envoyer par mail ou sur d'autres sources d'informations comme nos réseaux sociaux, sont tout de suite au courant de ce qu'il se passe. Et là, c'est vrai que, alors tu as parlé de belles endormies, c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler de nous, on est resté plutôt sage ces dernières années, notamment au niveau du gouvernement et des relations que l'on pouvait avoir, parce que malheureusement, c'est vrai que je crois que tous les dirigeants de radio, on a un tout petit peu la tête dans le guidon pour savoir comment faire fonctionner notre radio et comment en fait préserver l'économie de ces radios et pouvoir les faire vivre. Mais là, ça a été une telle attaque, 30%, c'est énorme. En fait, là, derrière ces 30% de baisse, c'est une véritable volonté de nous étrangler économiquement, de nous étouffer, de nous faire disparaître du paysage radiophonique. Ça a tellement été violent, ça a été ressenti d'une telle manière, en fait, c'est d'une telle violence qu'en fait, il y a eu une réaction qui a été proportionnelle, je dirais, à l'attaque que nous subissions. Donc c'est logique qu'il y a eu un fort mouvement sur le terrain d'alerter les acteurs locaux, économiques, culturels, sportifs, mais aussi les élus locaux qui parfois n'ont que ce média-là pour pouvoir parler, s'exprimer et parler du dynamisme de leur territoire et de ce qui est mis en place sur ce territoire. Et en fait, ils ont pris en considération le danger qui nous guettait de nous voir disparaître parce que économiquement, on nous étouffait. Donc, via des newsletters, avec des différentes visios et en tenant sur nos réseaux sociaux et au niveau de nos sites internet respectifs de tenir au courant en fait nos radios adhérentes de tout ce qui était mis en œuvre pour lutter, pour s'opposer à ce PLF, à ce coup de guillotine, parce que là vraiment on parle pas de coup de rabot économique, mais véritablement d'un coup de guillotine. Mais finalement les radios, elles se sont mobilisées et elles sont derrière nous. Elle nous motive aussi pour qu'on puisse sauvegarder le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est quelque chose d'essentiel pour préserver la pluralité, la diversité des médias. Vous savez, la diversité, beaucoup d'élus sortent ce mot-là en disant c'est formidable, la diversité et autres. Mais la diversité, ça a aussi un coût. Et c'est quelque chose qui est aussi nécessaire pour notre démocratie. Parce qu'on ne peut pas se contenter de un ou deux médias. Non, il en faut plusieurs pour avoir des points de vue différents, pour confronter les idées, pour essayer de remuer un tout petit peu les esprits et de développer le sens critique des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. Ça fait partie aussi des missions allouées aux radios associatives. Chez nous, on va essayer de mettre en avant cet esprit critique pour faire de nos auditeurs et de nos auditrices des citoyens éclairés qui vont totalement s'intégrer dans la société et mieux l'appréhender. Voilà en fait le travail aussi de nos radios. Et qu'elles soient musicales, qu'elles soient œcuméniques, qu'elles soient spécialisées dans la politique, qu'elles soient véritablement des acteurs culturels, nous sommes tous différents. Au niveau des radios associatives, je crois qu'il existe autant de radios associatives et de projets associatifs derrière ces radios qu'il existe de radios associatives. C'est-à-dire que nous représentons une véritable diversité. Et ça participe à la richesse du paysage radiophonique, mais pas que, ça participe aussi à la richesse de notre société. Alors, on va revenir tout à l'heure sur ce sujet de diversité, mais d'abord, vous avez eu une très bonne chambre d'écho, vous avez des très bons retours en fait sur cette mobilisation, et notamment beaucoup de parlementaires vous ont soutenu. Au final, vous avez été aussi reçu par
par la ministre de la Culture qui a écouté vos doléances. Et puis, il y a eu au final un amendement qui, a priori, remet le fonds de soutien à l'expression radiophonique à son niveau Oui. antérieur. Est-ce que vous avez de l'espoir que vous avez gagné la bataille? Alors, on n'a pas du tout gagné la bataille. Moi, je viens des Pyrénées. Il y a des ours dans les Pyrénées et il y a un proverbe qui dit il ne faut pas tuer la peau de l'ours. Enfin, il ne faut pas vendre, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, c'est à peu près la même chose pour une loi. Tant qu'elle n'est pas votée, un amendement, même s'il a été adopté en commission, s'il n'est pas voté au sein de l'Assemblée nationale, ça ne sert absolument à rien. C'est une première étape. Certes, mais il ne faut pas crier victoire. Et la mobilisation reste toujours nécessaire pour pouvoir, faire, je dirais pas faire pression au niveau des élus, mais du moins leur signifier déjà, notre mobilisation pleine et entière. Ensuite, le danger qui guette la société si nos radios venaient à disparaître. Donc ça, il faut que la mobilisation, elle se poursuive toujours. Ce n'est qu'une étape et les étapes sont encore nombreuses jusqu'à ce que cette loi de finances soit adoptée. Donc c'est pour ça que nous continuons notre travail de quelque part, c'est pas uniquement la promotion des radios associatives, c'est pas uniquement non plus un travail de sauvegarde du fonds de soutien, mais il faut toujours rappeler qui nous sommes, ce que nous représentons, le travail que nous menons sur le terrain. Et donc ça nous permet aussi d'avoir une meilleure écoute de la part des élus qui se disent « Ah oui, si on fait disparaître ces radios, mais en fait c'est tout un pilier de notre société qui va s'écrouler et qui va entraîner avec une bonne partie de notre société et du bien vivre ensemble qui existe dans cette société. » Donc il faut bien dire que les radios associatives, elles ont une mission de communication sociale de proximité. Elles participent totalement à la vie démocratique de notre pays. Les affaiblir, c'est aussi quelque part affaiblir l'expression citoyenne des territoires et donc affaiblir par là même notre démocratie. Alors, donc, vous continuez les actions sur le terrain jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause et la validation finale du budget. Quelles sont les prochaines dates, les prochaines échéances, justement, pour arriver à vos fins? C'est à quelle date, en fait, que vous saurez si la victoire est gagnée? Ce sera à la fin du mois de novembre que l'on saura si, oui ou non, nous serons croqués par ce PLF 2025. Le travail se poursuit, notamment auprès du Sénat, puisque le texte va être également examiné par le Sénat. Donc nous avons une audition le 5 novembre au Sénat par une commission. Nous rencontrons toujours les élus locaux. Nous avons demandé également un rendez-vous auprès de la conseillère culture de Monsieur le Premier ministre, également auprès de son conseiller spécial auprès donc du Premier ministre, c'est donc à Matignon. Donc nous avons demandé des rendez-vous pour pouvoir être reçus, parce que si un 49.3 venait à être décidé par le gouvernement pour passer cette proposition de loi de finances, et bien au final ce sera au gouvernement de faire les arbitrages sur le fléchage de tel ou tel crédit, de telle ou telle enveloppe budgétaire. Et nous, on souhaite à minima, je dis bien à minima, et c'est donc dans le même sens que l'amendement qui a été adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation au sein de l'Assemblée nationale, à minima, c'est de préserver les crédits actuels, donc 2024, du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Voilà. Donc oui, le travail il se poursuit et là on continue à multiplier les rendez-vous à Paris pour se faire entendre, notamment de la part et des sénateurs, des députés et aussi du gouvernement. Et puis on demande toujours aux radios de territoire d'aller voir leurs élus de territoire, élus locaux, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les députés, les sénateurs, les sénatrices, pour en fait que notre mouvement soit entendu. Je pense qu'il l'est, mais il faut qu'il le soit encore plus. Alors, tu parlais tout à l'heure de diversité. Il y a eu ce bel écho, et notamment les parlementaires semblent vous avoir écouté. Cela dit, certains semblaient dire qu'il fallait faire plus de contrôle sur les contenus, la qualité des contenus des radios associatives. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors déjà, si c'est uniquement sur la qualité, moi je suis d'accord, mais la qualité, elle a un coût. Donc s'ils veulent multiplier par 2 ou 3 l'enveloppe du fonds de soutien, moi je suis totalement d'accord et je vais abonder dans ce sens et merci donc à ces parlementaires de soutenir un véritable soutien à l'expression radiophonique et donc que ce fonds de soutien soit multiplié par 2 ou par 3, ça nous donnera les moyens. En fait, les mêmes moyens que les radios commerciales pour faire de la radio. Donc, nous pourrons améliorer, s'ils le souhaitent, la qualité du rendu antenne ou alors de nos émissions. Il parlait de qualité, mais j'ai l'impression que certains parlaient aussi des types de contenus. Est-ce qu'il y a un danger de mieux contrôler ce que disent les radios associatives ? Déjà, il faut savoir que nos radios, elles sont issues du mouvement des radios libres. Très souvent, certaines de nos radios, celle que je dirige par exemple, elle est issue d'une radio pirate. Donc avec des personnes qui se sont battues pendant des années pour pouvoir avoir cette liberté de communiquer et de s'exprimer sur les ondes. En 1981, donc, il y a eu cette loi de libération des ondes avec l'élection de François Mitterrand, et on souhaite toujours garder cette liberté d'expression sur nos antennes. Je tiens juste à rappeler quelque chose, c'est que comme toute radio titulaire d'une autorisation délivrée par l'ARCOM, c'est-à-dire l'autorité de régulation, nos radios, elles ont signé une convention avec l'autorité de régulation. Donc, nos radios doivent respecter leur convention établie et signée avec l'ARCOM. Dans le cadre de cette convention, les radios associatives, mais comme toutes les autres radios de catégories différentes, c'est-à-dire B, C, D, E, c'est-à-dire les radios locales commerciales, les réseaux thématiques nationaux qui proposent des décrochages locaux, les réseaux thématiques, les radios généralistes. Donc, toutes ces radios doivent respecter des obligations et sont soumises à des contrôles. Donc, ce qui veut dire aussi que les radios associatives, comme toutes les autres radios, elles sont tenues de conserver pendant 1 mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'elles diffusent sur son antenne. Ce qui permet à chaque auditeur et à chaque auditrice de saisir l'ARCOM, donc l'autorité de régulation, si cet auditeur, cette auditrice est choqué par un propos sur l'antenne ou si elle constate un dérapage sur l'antenne. Je rappelle que si une radio associative ne devait pas respecter ses obligations, elle peut également subir différentes sanctions, comme toutes les autres catégories de radio d'ailleurs. Ça va de la mise en garde, on passe par la mise en demeure, par des sanctions qui peuvent être financières, par l'insertion de communiqués sur l'antenne, voire même à une procédure. Et cette procédure, ça peut être un non-renouvellement de l'autorisation de diffusion. Donc nos radios, elles sont contrôlées, elles sont d'ailleurs fréquemment contrôlées par les membres des ex-CTA, c'est-à-dire les ARCOM locaux qui font un maillage parfait du territoire. Et donc nos radios, elles n'échappent pas du tout aux règles qui s'imposent à tout titulaire d'une autorisation de diffusion délivrée par l'ARCOM. Je vais même dire mieux, c'est que les radios associatives font partie de la seule catégorie de radio, donc la catégorie A, à être doublement contrôlée. Parce que nous sommes contrôlés par l'ARCOM, au même titre que toutes les autres radios, avec donc des contrôles qui peuvent être quotidiens. S'il y a un dérapage, on peut saisir les enregistrements. Et tous les ans, il y a le bilan comptable et aussi une note d'activité qui est analysée par les membres de l'ARCOM. Et en plus, nous sommes également surveillés, contrôlés, avec la note d'activité, les bilans comptables, les fiches de mission, les différents justificatifs probants qui composent notre dossier qui est déposé auprès de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc nous avons un double contrôle, un qui vient de l'ARCOM et un deuxième qui vient du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Alors c'est vrai, il y a certains parlementaires qui peuvent se poser des questions et se dire c'est bizarre parce que ces radios associatives, au final, elles sont moins pénalisées que d'autres acteurs radiophoniques et que d'autres radios nationales notamment. Mais c'est peut-être aussi parce que nos radios, parce qu'elles sont moins obligées que les autres radios à assurer le buzz pour asseoir leurs audiences. Donc, elles ne vont pas créer de buzz pour pouvoir faire de l'audience. Et donc, nos radios, elles s'inscrivent pleinement dans le champ républicain et elles appellent à promouvoir dans leur immense majorité, dans la quasi-intégralité de nos radios, les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République. En cela, le travail des radios associatives est un travail véritablement
exemplaire. Eh oui, une très belle diversité. Et je voulais dire que quelque part, dans à l'occasion de ce qui était au départ une mauvaise nouvelle, ça a donné un coup de projecteur sur les radios associatives dont on ne parle pas très souvent. Et il faut rappeler, ça s'inscrit aussi, le paysage des radios associatives est très divers. Mais dans l'ensemble, le paysage radiophonique français est un des plus diversifiés au monde, aussi bien sur les radios associatives, leur quantité, leur diversité, mais aussi chez les médias privés, avec notamment des acteurs locaux qui sont encore assez forts, alors que dans d'autres pays européens, il y a des situations un peu oligopolistiques avec uniquement des acteurs privés et nationaux. Et c'est vrai que défendre ce bastion des radios associatives, ça défend un petit peu toute cette diversité dans l'ensemble des radios, les radios publiques, les radios privées commerciales et aussi les radios associatives. Juste après ce combat, je crois qu'il faudra en mener aussi d'autres. En tout cas, nous, on fera un audit sur comment on est arrivé à cette situation-là. Et en tout cas, cette attaque-là aura eu le mérite de nous mobiliser et de rentrer en action pour véritablement montrer l'importance de l'existence de nos radios sur le territoire. Jean-Marc Courrèges-Sénac, coprésident de la CNRA et coprésident de l'association Les Locales, merci. Des ondes Vocast.